Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième session du lancement officiel du programme Horizon Europe en région de France. Je m'appelle Kalina Mikhailova et je suis votre pilote pour cette troisième escale. Nous sommes déjà allés à la rencontre du pilote, comprendre exactement la stratégie européenne parce que vous avez bien compris, l'Europe est un financeur et en tant que tel, il est important de le comprendre et de le connaître pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Nous avons aussi appris avec nos experts un peu plus sur ce que financera concrètement le programme Horizon Europe. Si vous n'avez pas pu suivre ces deux premières sessions, n'hésitez pas à vous connecter au replay qui sera disponible bien sûr. Donc dans cette troisième session, je vais accueillir de nouveau et je vais rapidement passer la parole à Emmanuel Klein qui va nous parler un peu plus de concrètement comment le programme Horizon Europe fonctionne et comment il va financer des projets européens. Et de mon côté, j'aurai aussi l'occasion de vous parler d'une petite opportunité de vous accompagner dans vos démarches à partir du mois de décembre. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir de nouveau Emmanuel qui va nous rejoindre, qui est représentante du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qui est également point de contact national. Emmanuel, on va reprendre toutes les deux un peu le fonctionnement du programme Horizon Europe. Il peut y avoir pas mal d'a priori là-dessus, et notamment que ce programme est réservé à un club fermé. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur tous les types de partenaires qui peuvent participer au programme Horizon Europe ? Alors, effectivement, Horizon Europe n'est pas un club fermé. Justement, le mot-clé d'Horizon Europe, c'est l'ouverture. Pour la participation au programme, au projet financé par Horizon Europe, qui peut participer, c'est tout le monde, c'est-à-dire tout type de partenaire. C'est ouvert à tout type de participants, comme je le disais dans la deuxième session. Donc, c'est des académiques, des universitaires, des industriels, des centres de recherche, des UMR, des PME, des industriels, des associations de consommateurs, par exemple, des associations de producteurs, des instituts techniques. Vraiment, tout type de partenaires peuvent participer au programme européen. Et c'est ouvert aussi à la coopération internationale, c'est-à-dire que c'est ouvert, c'est open to the world, comme disait le précédent commissaire à la recherche. Donc, c'est vraiment à tous les pays quasiment, sauf exception sur quelques-uns, peuvent participer au projet d'Horizon Europe. Et par défaut, donc là, je vais vous parler des projets par défaut, donc des projets collaboratifs, parce que je suis, comme vous l'avez compris, plus spécialiste du pilier 2, où les projets sont collaboratifs. Et donc, par défaut, la participation, le minimum requis pour monter un projet, c'est la participation de 3 entités dans 3 États membres ou pays associés, dont au moins un partenaire dans un État membre de l'Union européenne. Donc, ce qui veut dire qu'il faut créer ce qu'on appelle des consortiums. Dans le jargon européen, c'est la création de consortiums qui, ensemble, tous les partenaires du consortium vont monter ensemble le projet. Et donc, le minimum requis est donc 3 entités dans 3 États membres ou pays associés. Donc, États membres, c'est les 27 États membres de l'Union européenne. Et les pays associés, ce sont des pays qui ont un accord d'association à Horizon Europe. Donc là, je ne vais pas vous les lister ici parce que la liste, elle varie en fonction de la signature de ces accords d'association. Mais on a par exemple la Norvège, la Suisse, la Turquie comme partenaires historiques, entre autres, je ne les cite pas tous, mais on a aussi des nouveaux arrivés qui sont la Tunisie, la Géorgie, l'Ukraine, etc., etc. Donc ça, il faut se renseigner et voir la liste des pays associés qui évoluent dans le temps. Très voilà bien. La participation des acteurs au programme. Merci Emmanuel. Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire maintenant concrètement ce que financera Horizon Europe, les différents instruments en fait qui existent pour le programme? Donc, par défaut, le mode de financement d'Horizon Europe, c'est la subvention. Exception faite de certains projets dans le pilier 3, comme l'a dit Jérôme Billier tout à l'heure, mais la plupart du temps, ce sont des subventions. Et donc, pour les projets collaboratifs, on a 3 types de projets, donc des actions de recherche et d'innovation, qu'on surnomme par leur petit nom RIA.
Donc, ils vont financer l'acquisition de nouvelles connaissances, des essais au labo ou à petite échelle et plutôt en amont de la chaîne de valeur, même si ça peut aussi inclure des actions plus proches du marché, des actions plus aval, parce que ça prend en compte toute la chaîne de valeur de la recherche. Ensuite, on a des actions d'innovation qui, là, sont plus proches de l'aval, de la chaîne de valeur, donc qui sont des actions de démonstration ou qui vont démontrer la faisabilité d'une certaine technologie, d'une certaine approche, etc. Et vont piloter aussi des pilotes à plus grande échelle et pour mettre en place des preuves de concept ou vraiment des produits innovants ou des services innovants. Et ensuite, on a les actions de coordination et de soutien, les CSA, donc là, qui financent plus de la mise en réseau, par exemple pour la définition d'une feuille de route sur une thématique émergente. Et là, je vous invite à faire attention, c'est-à-dire que ça ne finance pas de recherche ou d'action de recherche. Donc, si vous voyez un mot-clé qui vous intéresse dans une CSA, mais que vous proposez des actions de recherche ou d'innovation, n'allez pas sur ces sujets parce que justement, ça ne finance pas de la recherche, mais plutôt en amont de la mise en réseau et des actions de coordination. Ensuite, on a d'autres projets donc, qui sont plus spécifiques aux autres piliers que le pilier 2, les actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, comme l'a dit Marie tout à l'heure, ce sont plutôt destinés à des partenaires académiques, mais qui peuvent associer aussi des entreprises. Les projets ERC, donc, qui sont là effectivement plus dédiés aux académiques, aux universitaires, les projets EIC qui sont là plus dédiés aux entreprises innovantes, et tous ces projets-là, en bas de l'écran, sont parfois monobénéficiaires, mais peuvent être aussi collaboratifs. Voilà l'essentiel des différents instruments de financement que l'on trouve dans Horizon Europe. Merci beaucoup Emmanuel. Vous avez vu, il y a une grande variété d'instruments qui financent vraiment des projets qui peuvent être à tout état de développement et de maturité technologique. Donc ça peut vraiment être intéressant en fonction de votre stratégie et de vos innovations. Je profite justement pour vous poser la question sur les subventions. On l'a dit depuis ce matin que les subventions européennes n'ont pas d'égal au niveau national ou régional. Elles sont vraiment intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces financements et pourquoi c'est si avantageux et intéressant? Donc là, je vais rester sur les trois premiers types de projets qu'on a vus dans la slide précédente, donc les actions de recherche et d'innovation, les actions d'innovation et les actions de coordination et de soutien. Ici, le taux financement, par défaut, c'est 100%. 100% de quoi? On va le voir tout à l'heure, mais par défaut, c'est 100%, sauf pour les actions d'innovation pour les partenaires privés. Et là, j'entends les grands groupes, c'est-à-dire que les PME aussi peuvent bénéficier de subventions à 100%, même pour les actions d'innovation. Ça dépend de la catégorie de l'entreprise. Donc, les taux de financement sont en général 100%. Donc, le taux de remboursement, hein, c'est le taux de remboursement par la Commission européenne. Et donc, c'est 100% des coûts éligibles. Les coûts éligibles se distinguent entre deux types de coûts. Les coûts, tout d'abord, directs, qui sont vraiment en lien avec la mise en œuvre du projet. Donc, c'est les coûts de personnel, donc c'est-à-dire tout le coût des personnels qui sont impliqués sur le projet va être remboursé par la Commission européenne. Et là, c'est la différence avec les projets ANR qui ne financent que les coûts marginaux. Ici, c'est les coûts complets, donc les coûts de personnel. Ça va comprendre la sous-traitance, ça va comprendre les coûts divers, alors les déplacements, même si en ce moment, ce n'est pas la dépense la plus importante, les équipements. Attendez, je vois pas très bien la slide. Pour pas oublier les équipements via les amortissements, d'autres biens, des travaux, des services, des consommables, enfin tout ce qui va servir à réaliser le projet de recherche. Et on ajoute à cela les coûts indirects. Donc c'est un taux forfaitaire qui s'applique vraiment à tous les partenaires, quels qu'ils soient, qui est un taux forfaitaire donc de 25% des coûts directs, sauf sur la catégorie sous-traitance. Donc ça, c'est la façon de calculer les coûts éligibles. Et après, vous pouvez demander jusqu'à 100% des remboursements. Évidemment, si
Si les coûts sont supérieurs à ce que vous a attribué par exemple le coordinateur, si le coordinateur, dans le cadre de la répartition du budget entre les différents partenaires, vous accorde 150 000 euros et que vos coûts sont à 200 000 euros, vous ne pourrez demander effectivement que 150 000 euros. C'est un double plafonnement. Donc, très, très important de bien se préparer et de bien prévoir son budget, si je comprends bien. Et si je ne me trompe pas, il y a également la possibilité d'avoir des préfinancements dans le cas de Horizon Europe, c'est-à-dire qu'on reçoit un certain montant pour pouvoir débuter les travaux sur les projets. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer? Merci de me le rappeler, j'avais oublié de le dire. Effectivement, les financements sont distribués au fur et à mesure du projet. Et notamment, il y a une dotation en début de projet pour commencer les activités liées au projet. Donc, ce n'est pas un remboursement en fin de partie, mais vraiment un remboursement, une des avances et des remboursements tout au long du projet. Oui, ce qui peut être vraiment très intéressant. Super. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le processus? Comment passer de l'idée au projet qui est déposé et qui est financé? Quel est le timing? Quels sont les délais? Alors, je vais attendre que la slide s'affiche. Donc là, il y a différentes étapes. Je vais passer peut-être un peu plus de temps sur cette slide. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est la publication du programme de travail. Donc là, en ce moment, on est en train de les élaborer entre États membres et avec la Commission européenne, qui vont être publiés, comme l'a dit Julien Guerrier, a priori à la mi-avril. Mais tout cela dépend bien évidemment des négociations sur les budgets, le cadre financier pluriannuel. Donc, la publication du programme de travail, c'est ce qui lance le processus. Dans le programme de travail, vous aurez une date de clôture d'appel, c'est-à-dire que c'est la date limite à laquelle vous devez soumettre la proposition. Donc, mettons que vous êtes le coordinateur, vous avez réuni votre consortium, vous avez pendant les quelques mois qui précèdent, mais en général, j'espère que vous aurez accès aux thématiques avant la publication officielle, via les réseaux que Kalina vous détaillera tout à l'heure. Et donc, vous allez rassembler un certain nombre de partenaires et vous allez rédiger la proposition en réponse donc à l'appel d'offres. Parce que le principe de base d'Horizon Europe, c'est des appels à propositions et des réponses concurrentielles entre les différents consortiums qui se montent. Donc, vous allez rédiger la proposition que vous allez soumettre avant la clôture de l'appel et non pas 5 minutes après, parce que on a encore vu des porteurs qui appelaient en disant « j'ai pas pu soumettre mon projet parce qu'il était 17h05 et que la date limite était à 17h ». Donc, c'est vraiment, on le rappelle souvent, mais vraiment déposer, c'est un dépôt en ligne sur le site de la commission, déposer vraiment votre projet un mois avant et puis vous pouvez le mettre à jour toutes les semaines, par exemple, pour être sûr que vous avez au moins une version qui soit enregistrée dans le système. Ensuite, après la clôture, il y a la phase d'évaluation. Donc là, l'évaluation par les pairs. En général, c'est 3 à 5 personnes qui évaluent votre proposition. Et la commission se doit d'envoyer la publication des résultats aux porteurs de projet dans les 5 mois après la clôture de l'appel. Donc là, vous avez vraiment 5 mois d'attente. C'est parfois éprouvant d'attendre cette étape. Et donc là, vous avez la publication des résultats qui va vous dire si vous êtes retenu ou non. Et si vous êtes retenu, vous allez commencer à préparer la convention de subvention avec la Commission européenne. Là, je prends toujours le cas où vous êtes coordinateur du projet. Donc, la préparation de la convention de subvention se fait entre le coordinateur et la Commission européenne. Alors, le numéro 4 ici s'appelle signature du GA. GA, ça veut dire Grant Agreement, ça veut dire convention de subvention. Et donc là, c'est le coordinateur qui va la signer avec la Commission européenne et qui va préparer tous
tout l'arsenal juridique, le programme de travail, comment vous allez, les reportings financiers, comment ça va se préparer et tout ça. Et ensuite, vous allez décider d'une date pour lancer le projet qui va durer, donc la durée que vous avez définie. En général, c'est 3-4 ans pour les projets européens. En parallèle à ça, donc ça c'est quand vous êtes coordinateur, c'est vous qui vous occupez de la convention de subvention avec la commission, mais en parallèle, vous allez devoir gérer les rapports au sein de votre consortium. Donc là, il va falloir en gros signer un accord de consortium, donc qui se prépare à l'avance aussi comme le projet. Donc vous pouvez en discuter lors de la rédaction et de l'évaluation. Et on attend que l'accord de consortium, donc là c'est entre les membres du consortium, la commission n'a pas à se ne doit pas être impliquée là-dedans. C'est la finalisation de l'accord de consortium règle en gros comment vous allez travailler ensemble en bonne intelligence. Et j'insiste parce que c'est important de définir dès le départ comment vous allez travailler ensemble pour éviter les déconvenues si jamais les choses n'étaient pas claires dans la définition des tâches, de ce qui fait quoi et comment va être géré le projet. Je me permettrai de faire une petite incise sur la notion d'évaluation de la proposition. Les évaluateurs sont des évaluateurs indépendants qui sont choisis par la Commission au sein d'une base de données européenne à laquelle tout le monde peut s'inscrire et tout le monde peut devenir expert évaluateur en fonction de ses expertises, bien évidemment. Et donc, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire, c'est de vous renseigner sur la possibilité pour vous de devenir expert évaluateur au sein de la commission, pour la commission, pas au sein de la commission, pour voir de l'autre côté de la barrière comment se passe l'évaluation et comment justement sont évalués les projets pour vous préparer éventuellement à devenir porteur de projet. Du coup, vous aurez la vision de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour porter un bon projet. Donc ça, je pense il faut que je me renseigne, mais je pense que la commission va publier des appels à manifestation d'intérêt pour devenir expert évaluateur. Donc je vous invite à vous saisir de cette occasion, si vous avez le temps et si vous avez l'expertise requise pour évaluer de tels projets. Et j'en finis là, et je suis ouverte à vos questions, mais je crois que Kalina a autre chose à vous dire avant ça. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, vous avez vu, le timing est assez spécifique, assez précis au projet européen, donc c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et effectivement, des évaluateurs, nous en avons en région, mais nous serons très heureux si certains d'entre vous souhaitent devenir évaluateurs pour le nouveau programme, parce que ça apporte effectivement beaucoup d'expertise complémentaire et des connaissances très fines des projets en région. Donc n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à prendre contact avec nous. Effectivement, Emmanuel, je te remercie beaucoup pour l'intervention. Et nous allons prendre très rapidement toutes les deux des questions. Mais juste avant ça, je vais présenter un petit parcours d'accompagnement que nous avons imaginé pour justement rendre les projets européens un peu plus accessibles à vous tous en région. Vous avez compris qu'il y a pas mal d'appréhensions autour des projets européens et nous, en tant qu'accompagnateurs, on le sait. Et donc, on espère qu'aujourd'hui, on a fait tomber déjà une appréhension, celle qui dit que les projets sont réservés aux plus grands, donc aux grands laboratoires, aux grandes universités, aux grands groupes. Vous avez bien vu que ce n'est pas le cas. Les projets européens sont vraiment ouverts aussi bien aux startups, aux PME, mais aussi aux chercheurs de toutes disciplines, et notamment les sciences humaines et sociales. On sait que beaucoup d'entre vous en région sont spécialisés dans ce domaine-là, et il y a vraiment de la place pour vous, donc on vous accompagnera pour vous lancer si vous avez envie et si c'est votre première expérience. Vous avez vu aussi que la réussite des projets collaboratifs se cache dans le côté multisectoriel et multidisciplinaire des acteurs et des compétences, donc on vous accompagnera. Maintenant, Emmanuel, je pense que vous nous avez aussi aidé à mettre le doigt sur une deuxième appréhension, qui est que les projets européens peuvent paraître complexes, complexe pour s'y retrouver, mais aussi peut-être complexe pour se lancer, pour voir par où commencer. Et pour faire tomber ces appréhensions, on a plusieurs messages à vous faire passer en région.
Donc le premier message à garder en tête précieusement, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez vu, il y a tout un réseau en région, au niveau national, mais aussi au niveau européen qui est là pour vous accompagner. Ne me méprenez pas, on ne peut pas avoir à votre place votre idée de génie, ni connaître le défi industriel que vous avez besoin de lever, ni savoir que vous avez un terrain d'essai, d'expérimentation à mettre au profit dans un projet européen. Mais par contre, en fonction de vos ambitions et de vos défis, on peut vraiment vous aider à vous y retrouver et à voir où il serait le plus pertinent pour vous de vous positionner. Deuxième message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que une ambition européenne se construit dans la durée. Donc il y a certainement aujourd'hui certains d'entre vous qui sont là, qui ont déjà démultiplié les projets européens parce qu'effectivement, une fois qu'on se lance, c'est un peu addictif et puis les opportunités en appellent d'autres. Je pense qu'il y a aussi certains d'entre vous qui ont déjà tenté l'expérience, qui n'ont peut-être pas encore réussi à décrocher un financement. Mais préparez-vous, on est tous convaincus que votre téléphone commencera à sonner dès le printemps 2021 et même peut-être avant, parce que les relations que vous avez nouées avec des partenaires, tout ce que vous avez déjà mis en place par le passé, les gens penseront à vous et ils vous contacteront pour de futurs et pour de nouveaux projets. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas perdu. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui sont là aujourd'hui pour la première fois, vous vous intéressez au projet européen. Si vous êtes encore là à cette heure-ci avec nous pour la troisième session, c'est que vous avez capté des sujets, des mots-clés, peut-être un état d'esprit qui vous parle par rapport à vos innovations et par rapport à vos stratégies. Donc, ça vaut le coup de creuser et c'est le bon moment. Et donc, ce qu'on vous propose, et on peut aller sur la prochaine slide, c'est de vous coacher pour vous préparer à 2021 et 2027. On a imaginé avec tous les partenaires en région un parcours pour vous aider à vous y retrouver. Pour faire simple, il s'agit de 8 webinaires qui vont avoir lieu entre décembre 2020, donc dès la semaine prochaine, et mars 2021. Donc un mardi par mois à prendre et une heure à réserver, toujours entre 11h et midi, où on va réunir des experts des financements européens pour aller un peu plus dans le détail de tout ce que vous avez découvert aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment pour vous donner envie de creuser plus. Et surtout, on a imaginé ces parcours en fonction de votre niveau d'expérience. Si vous êtes si vous débutez, si vous commencez tout juste dans les projets européens ou si vous avez déjà une bonne expérience. Donc d'ailleurs, je vais profiter pour lancer un sondage. Je pense que mes collègues vont le lancer de suite, justement pour vous demander comment, à ce stade-là de la journée, vous évaluez votre niveau de connaissance des projets européens. Est-ce que vous vous considérez plutôt débutant, plutôt intermédiaire ou bien confirmé? Voilà, je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Bon, je vois que confirmé et débutant, intermédiaire et débutant se rapprochent très très fort. Et nous avons aussi quelques acteurs confirmés, mais c'est normal parce que nous avons quand même pas mal de projets européens qui sont portés en région et puis pas mal d'accompagnateurs. Mais ça me permet du coup de vous présenter justement les 3 cycles que nous avons imaginés selon votre niveau et auxquels vous pourrez vous inscrire. Donc le premier cycle pour les débutants, nous l'avons appelé check-in. On continue toujours dans ce parcours de l'univers Horizon Europe. C'est un cycle qui s'adresse à vous si vous débutez tout juste dans les projets européens. L'idée, c'est de vous aider à comprendre la logique européenne et aussi commencer à vous bâtir votre réseau. Le deuxième cycle, nous l'avons appelé boarding, donc c'est pour les intermédiaires, pour ceux d'entre vous qui ont déjà une petite expérience mais qui veulent aller plus loin. Peut-être que la première expérience d'ailleurs était par opportunité, vous vous êtes lancé parce qu'on est venu vous chercher, mais pour la suite vous avez peut-être envie de mieux vous préparer et de mieux anticiper et d'être plus décideur des projets dans lesquels vous vous impliquerez. Donc ce sera l'objectif de ce cycle-là, boarding. Et enfin, le dernier cycle qui s'adresse aux experts, à ceux d'entre vous qui ont peut-être tenté l'expérience plusieurs fois, qui ont peut-être coordonné un projet ou une partie de projet. Ce cycle-là s'appelle Boarding et on va vraiment vous aider à devenir encore plus proactif dans votre démarche, comprendre bien les nouveautés du programme parce que ça implique que vous connaissiez déjà
le précédent programme. Et vous avez vu des évolutions. Et enfin, identifier des partenaires clés pour vraiment renforcer votre participation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement regarder ensemble le détail des webinaires. Donc, le premier webinaire pour les débutants, pour le check-in, commence le 8 décembre. Donc, c'est déjà la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de vous faire un parcours logique. Donc, si vous le pouvez, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à vous inscrire à chaque fois à l'ensemble des webinaires qu'on vous propose par rapport à votre niveau, parce qu'il y a vraiment une suite logique. Le 8 décembre, on va vraiment ensemble essayer de voir quels sont les freins que vous avez pour vous lancer, essayer de les lever, et quels sont les avantages pour vous lancer dans les projets européens. Le 12 janvier, on va se retrouver avec vous pour voir comment préparer au mieux votre participation. Donc, c'est vraiment vous donner les astuces si vous souhaitez vraiment intégrer un partenariat, un consortium au début des projets en 2021. Et enfin, le 2 février, on va ensemble regarder un webinaire qui est dédié spécialement pour les startups et les spin-offs. On va vous aider en fonction de votre innovation et de votre stratégie de voir quels outils européens sont les plus adaptés. Et enfin, je laisse le dernier webinaire qui s'adresse à tous les niveaux pour la fin, le meilleur pour la fin. Je vais passer au niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau boarding. Là, vous avez déjà, comme vous avez vu, un peu plus d'expérience. Gardez en tête que le premier webinaire, c'est déjà au mois de décembre, le 15 décembre, et on va rentrer un peu plus dans le détail avec vous sur le montage des projets. Donc, c'est un webinaire très, très pratique qui va avoir lieu très prochainement. Le 19 janvier, on va s'adresser à ceux d'entre vous qui ont peut-être tenté l'expérience mais qui n'ont pas réussi parce qu'on sait que c'est vraiment très très compétitif comme programme. Mais par contre, on va justement vous faire rencontrer des intervenants qui sont déjà passés par là et qui aujourd'hui ont réussi à faire financer leur projet. Donc, ils vont vraiment partager avec vous leur expérience et ce que ça leur a apporté. Et enfin, le 23 février, un dernier webinaire sur comment bien intégrer son projet dans les attentes européennes. Vous avez vu, nous avons évoqué depuis tout à l'heure les notions d'impact, les notions de parité, les notions d'innovation ouverte, Open Innovation. Et du coup, on va essayer de les traiter dans ce webinaire pour que ça n'ait plus aucun secret pour vous et que vous compreniez quelle stratégie vous pouvez mettre en place. Et enfin, pour le dernier niveau, pour ceux qui sont les plus expérimentés, on va ensemble regarder comment mettre en place une stratégie d'influence. Donc, le premier webinaire va commencer le 26 janvier pour vous. Alors, ne me méprenez pas, il ne s'agit pas d'influencer les évaluateurs qui regardent votre candidature pour qu'elle soit sélectionnée. C'est plus pour vous donner accès vraiment aux bons réseaux qui vont faire la différence pour que vous ayez les informations en avant-première, comme le disait Emmanuel, et pour que vous ayez aussi accès à un réseau de partenaires qui fait sens par rapport à vos ambitions. Et enfin, comme je vous disais, on laisse un dernier webinaire pour la fin. Le 16 mars, tous les intervenants l'ont mentionné, c'est très très important de commencer à se construire un réseau. Et donc, le 16 mars, on vous propose de vous guider sur comment trouver des partenaires pour vos projets, que vous soyez débutants, déjà un peu expérimentés ou très avancés. Il y a beaucoup d'outils qui existent, mais l'idée, c'est du coup de vous aider à les saisir et dès maintenant. Vous avez vu, on est dans ce laps de temps très opportun avant le lancement des projets européens au printemps, où vous pouvez vraiment prendre le temps de vous préparer. Et sera aussi vraiment à votre écoute au travers de ces webinaires pour préparer la suite. C'est-à-dire qu'à partir du printemps 2021, on pourrait envisager d'autres sessions en région et surtout, on pourrait inviter de nouveau nos intervenants pour qu'ils aillent vraiment beaucoup plus dans le détail sur les différentes thématiques qui ont été présentées et sur les différents instruments qui ont été présentés. Voilà. Donc, après cette présentation, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions. Donc, je vais accueillir ma collègue Caroline West et on va reprendre également Emmanuel. Alors,
Caroline, est-ce que nous avons beaucoup de questions? Alors effectivement, on a énormément de questions sur ces aspects très concrets de comment participer à ces projets. Alors on a aussi deux collègues qui répondent au fur et à mesure à des questions très précises. Voilà, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, on vous transmettra aussi par la suite un glossaire et un FAQ pour reprendre toutes ces réponses qui sont très précieuses, réponses qui sont déjà données actuellement en live pendant cet événement. Alors Kalina, j'ai une première question, une première remarque en fait. Un participant nous a parlé des fonds structurels et nous a demandé est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Alors on peut peut-être préciser que les fonds structurels, dont le FEDER, le grand programme pour le développement économique régional, est complémentaire avec Horizon Europe. Oui, tout à fait. Vous avez vu, l'Europe fait un vrai effort de faire en sorte que tous les financements soient complémentaires et qu'il y ait une vraie synergie. Donc, nous, d'ailleurs, on peut vous aider à voir si votre projet a plus lieu d'être financé avec ces financements régionaux, peut-être avant de passer au stade des financements européens. Parfois, ça arrive et donc on est là vraiment pour vous accompagner. Et si vous accédez au webinaire que nous avons partagé du 15 octobre, vous allez aussi avoir un schéma très clair qui vous présente les complémentarités entre les différents outils de financement qui existent et notamment le FEDER. Merci Caroline. Merci Kalina. Alors après, on va rentrer dans des questions un petit peu plus concrètes. On a entendu le terme d'expert évaluateur tout à l'heure et on nous pose la question mais finalement, qui sont-ils, comment le devenir et qui contacter pour candidater? Peut-être que Emmanuel peut nous répondre. Les experts évaluateurs, ce sont des experts. Donc déjà, il faut être expert dans un domaine. En général, il y a... Comme je vous l'ai dit, il y a 3 à 5 experts qui évaluent chaque proposition. Il y a souvent des experts scientifiques, c'est-à-dire des chercheurs ou des enseignants-chercheurs donc du milieu académique. Mais parfois, et notamment pour les actions d'innovation, il y a aussi, et c'est ça que la commission recherche tout particulièrement, il faut des évaluateurs qui sachent analyser un business plan, des éléments plus tournés vers le marché. Et donc, la commission cherche aussi des experts évaluateurs du secteur privé qui ont cette compétence-là de voir si un projet a de bonnes chances d'être réalisé. Et donc, voilà, il y a toute une diversité d'experts qui est recherchée par la commission. Comme vous l'avez vu, avec tous les mots-clés qu'on a essayé de vous expliquer très rapidement sur les clusters, toutes les thématiques sont concernées. Et pour ça, alors du coup, je n'avais pas prévu de mettre ça, mais du coup, on attend aussi de voir si la commission va remettre à jour sa base de données. Donc, il y a un site qu'on pourra envoyer aux organisateurs de l'événement pour le transmettre à tous les participants. Un site sur lequel on s'inscrit. Donc, ça prend un petit peu de temps de s'inscrire parce qu'il faut renseigner son CV, ses domaines de compétences, les mots-clés. Donc, c'est un petit investissement au départ pour s'inscrire. Et après, vous êtes enregistré dans la base de données et la commission fait pas des tirages au sort parce que elle choisit ses experts en fonction des topics et des mots-clés qui sont concernés par l'évaluation et les thématiques du projet. Donc, si j'ai bien compris, on candidate sur une plateforme, on indique les mots-clés sur lesquels on se considère comme expert, notre candidature est évaluée et on peut être après sollicité si un projet a indiqué les mots-clés pour lesquels on est expert. Voilà. Modulo le fait qu'il ne faut pas être en conflit d'intérêts avec les propositions déposées. D'accord. Donc, si j'ai bien compris également, donc, un chercheur peut être expert évaluateur, un chef d'entreprise ou un représentant d'entreprise peut également l'être, et pourquoi pas un financeur, un business angel, tous ces types d'acteurs-là peuvent être experts évaluateurs. Alors, pour les investisseurs, je ne sais pas bien, ce n'est pas mon domaine, mais on pourra demander à Jérôme Billier plus tard, effectivement. D'accord. Je pense que oui. Parfait. Alors là, on va rentrer dans une question un petit peu technique sur le financement des projets. On a quelqu'un qui a entendu parler de lump sum.
Donc c'est un terme un petit peu technique pour financer les projets. Qu'est-ce que c'est que les lump sums et est-ce que c'est la norme ou pas? Alors, oui, question piège. Les lump sum, non, ce n'est pas la norme. C'est-à-dire que ça a été testé dans certains programmes d'Horizon 2020. Je suis désolée, ça, c'est vraiment pas mon domaine de compétence, mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'au lieu de justifier les coûts au fur et à mesure du projet, on les justifie avant, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps à monter le budget par partenaire, etc., avant de déposer le projet. La commission alloue la somme et après, il y a moins de travail après le dépôt du projet qu'avant. Donc, je ne veux pas en dire plus parce que sinon, je vais dire des bêtises, mais vous pourrez consulter le PCN juridique et financier qui pourra vous renseigner. Mais non, ce n'est pas la norme pour l'instant. C'est des choses qui sont testées actuellement au niveau d'Horizon 2020 et des débuts d'Horizon Europe. D'accord. Alors, c'est intéressant votre réponse. Vous avez parlé du PCN juridique et financier. On peut rappeler que c'est effectivement un point de contact national dédié explicitement aux questions juridiques et financières et qu'il faut bien sûr les contacter quand on a une question avant de déposer un projet, mais aussi pendant la gestion et la vie de son projet. Voilà. Et avant de les contacter, vous pouvez aussi consulter la foire aux questions qu'il y a sur le site horizon2020.gouv.fr qui va bientôt devenir aussi le site Horizon Europe où il y a beaucoup de questions-réponses qui sont déjà données dans des documents. Merci Emmanuel. On a eu une autre question sur le dépôt des projets. On a entendu parler d'une plateforme en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment ça se passe? Quelle est cette plateforme? Alors, c'est le portail du participant. Donc, c'est un site qui rassemble toutes les modalités. Donc, depuis le dépôt des propositions jusqu'au suivi, vous pouvez aussi voir quelles sont les statistiques de dépôt des différents États membres et tout ça. Donc, les soumissions en ligne se font sur cette plateforme et qui essaye de concentrer un peu tous les services proposés par la Commission dans le cadre du programme cadre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vais lancer une dernière question, Kalina, qui concerne la place du Royaume-Uni dans Horizon Europe. Alors, ici, ce n'est pas le lieu de rentrer dans des débats politiques, mais sait-on quelle sera cette place du Royaume-Uni dans ce programme? Aura-t-il une place? Alors actuellement, sachez déjà que pour les projets notamment en cours, qui sont dans le cadre du programme actuel, le Royaume-Uni a toujours sa place entière. Pour la prochaine période, ça se négocie et le Royaume-Uni pourrait avoir pourrait devenir un type de partenaire qui est extérieur au Royaume-Uni. Donc les partenaires anglais seront financés par le Royaume-Uni, mais par contre, ils pourraient tout à fait avoir leur place dans les futurs projets européens et donc rester impliqués. Donc, tout est en cours de négociation. On attend quand même la clôture de ces négociations pour valider vraiment le positionnement qu'ils vont avoir, mais ils resteront toujours un partenaire clé sur les projets européens, notamment de Horizon Europe. Voilà. Et voilà. Et ben dans ce cas, merci beaucoup Caroline pour les questions. Merci Kalina. Merci Emmanuel pour l'intervention et je pense qu'on va partir sur la clôture de cette matinée. On espère vraiment qu'elle a été très intéressante pour vous, que nous avons vraiment réussi à vous donner des informations utiles et aussi réussi à vous donner envie de vous lancer parce que c'était un peu notre objectif. La période actuelle n'est pas du tout simple, on est tous face à beaucoup de défis, mais nous aimerions croire que ces défis-là qui se présentent à nous arrivent pour une bonne raison et qu'ils vont nous aider à nous dépasser, à nous améliorer, à revoir un peu nos acquis et aussi nos priorités et aussi en sortir plus fort, mieux entouré et également plus ouvert à de nouvelles opportunités. C'est vraiment dans cette optique-là, pour vous ouvrir les perspectives sur les 6 prochaines années que nous avions envisagé cette matinée. On espère avoir atteint notre objectif. Vous avez vu que vous ouvrir aux opportunités européennes peut
peut vous apporter énormément, beaucoup d'avantages et bien au-delà des financements uniquement, et aussi un sens de contribution au bien commun. Vous avez bien compris, l'Europe va essayer à améliorer la vie des Européens. Elle a comme objectif également de combattre le changement climatique. Elle veut aussi dérisquer l'innovation pour qu'on arrive à être plus compétitif par rapport notamment à l'Asie et aux États-Unis. Et également, on ne l'a pas beaucoup dit aussi, mais ça nous tient à cœur à nous, c'est renforcer la place des femmes dans la recherche et aussi dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment des objectifs très très forts. Nous, en tant qu'accompagnateurs, notre contribution au bien commun, c'est de vous aider, vous, à réaliser vos projets, à passer de l'idée au projet et même à réussir à financer vos projets. Je tiens vraiment à remercier les experts qui étaient là avec nous aujourd'hui, parce que voilà, ils contribuent à la connaissance de ce programme au niveau régional. Remercier aussi le réseau régional qui est vraiment tous les jours, qui a aidé à monter cet événement, mais qui est aussi tous les jours à vos côtés pour vous accompagner. Et là aussi, on essaye de soutenir au plus proche de vous. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et enfin aussi, remercier la région Hauts-de-France qui soutient cette dynamique en région. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec une équipe très soudée pour organiser cette journée avec beaucoup de hauts et de bas depuis le début de l'année, comme vous pouvez l'imaginer. Donc je remercie aussi fortement mes coéquipiers, mes copilotes de l'agence HDFID, mais aussi de la région, et la classe de master Management of European Affairs qui nous a énormément aidés dans la dernière ligne droite. Et également pour relever ce défi un peu technique aujourd'hui, toute l'équipe technique qui est à nos côtés pour qu'on puisse vous proposer cet événement 100% digital. On espère sincèrement tous que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure européenne et on est là pour vous accompagner dans cette mission. Donc on espère à très bientôt. Merci beaucoup à vous.